Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre masterclass. Je me présente, Soumaya Mersni. Je suis docteur en marketing, enseignante universitaire au sein de l'Université Tunis-Carthage, UTC, et également conseillère académique pour le programme Executive MBA. Donc, c'est un réel plaisir d'ouvrir cette masterclass aujourd'hui et très heureuse de vous accueillir parmi nous. Je tiens principalement à remercier notre cher professeur Michel Langlois d'avoir accepté d'être parmi nous et de partager avec nous son expertise dans le monde du service. Principalement, le thème d'aujourd'hui portera sur comment créer des expériences de marque mémorables. Donc, bonsoir professeur et bienvenue. Toujours un plaisir de vous accueillir parmi nous. Un grand plaisir d'être avec vous et surtout d'être avec tous ceux qui sont joints à nous pour vous parler de ce merveilleux monde de la gestion des marques et de l'expérience de marque. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass exclusive organisée par l'UTC en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Alors, cette session fait partie d'une série de masterclass destinées et dédiées à notre Executive MBA UQAM, un programme riche de haut niveau et destiné pour les professionnels. Donc, d'autres sessions masterclass auront lieu bientôt et nous ne manquerons pas de vous informer comme d'habitude de tous les détails et les dates par nos canaux habituels. Donc, bienvenue notre chère audience, il y a du monde qui nous rejoint maintenant. Donc, en quoi consiste notre programme Executive MBA UQAM? C'est un programme d'une durée de 22 mois qui se déroule en présentiel sur notre campus UTC à Tunis avec des cours organisés sur 22 mois. Non, je m'excuse, avec des cours qui sont organisés sur 2 week-ends consécutifs toutes les 6 semaines et c'est afin de concilier au mieux entre les engagements professionnels et personnels. Ce programme mène à l'obtention d'un diplôme 100% canadien et doublement accrédité par AMBA et BGA, 2 accréditations internationales de référence dans le monde des MBA. Et je vous invite même à vous renseigner sur ces 2 accréditations afin de mesurer la valeur et la reconnaissance du programme auquel vous vous apprêtez à postuler. Et vous allez voir qu'il s'agit d'un programme de tout premier lieu. Et je pense que professeur Langlois, vous pouvez confirmer ceci. Oui, effectivement, l'exécutif MBA de l'UQAM, de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, est un des mieux cotés au monde, un des en fait 7 meilleurs nord-américains, et là on inclut toutes les universités américaines. Donc, nous sommes très fiers et nous travaillons à maintenir ce niveau politique et afin d'intéresser les gens à participer à ce programme qui est exceptionnel et qui ouvre des portes formidables pour la suite de la carrière. D'accord. Alors, ce programme est destiné à qui? Donc, si vous êtes des professionnels en activité et que vous souhaitez accélérer votre évolution professionnelle, aussi si vous cherchez à changer de cap ou bien de secteur, soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, si vous souhaitez bénéficier de l'expertise des enseignants experts de l'UQAM dans un milieu dynamique et multiculturel, je tiens à vous informer que 70% des enseignants sont des professeurs de l'UQAM, experts reconnus dans leur domaine respectif et qui viennent dispenser leurs cours directement à l'UTC. Encore, si vous souhaitez gérer votre propre entreprise ou bien d'en créer une nouvelle, alors ce programme
et pour vous. Donc, nous proposons un programme polyvalent qui ne se limite pas à une seule discipline, comme un MBA, un e-MBA spécialisé en finance, par exemple. Donc, vous allez avoir la possibilité d'étudier des modules complémentaires, ce qui vous permettra d'approfondir vos connaissances et vous allez même changer votre avis et votre vision du monde des affaires. Et à la fin de ce programme, vous allez développer toute une approche stratégique globale adaptée aux enjeux actuels. Et par cette occasion-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec notre bureau d'admission pour en discuter en détail sur les conditions d'admission, les modalités de paiement, les modes d'inscription et toute information complémentaire dont vous pourriez en avoir besoin. Alors, avant de commencer la présentation, on va attendre quelques instants pour avoir une audience aussi importante. Donc, aujourd'hui, c'est un honneur de vous accueillir, cher professeur Michel Langlois de l'UQAM. Donc, il va nous parler d'une thématique très intéressante. Il va vous donner un aperçu sur l'approche canadienne qui est centrée sur stratégie, action et résultats. Donc, professeur Langlois, il a plus de 45 ans d'expérience dans le monde de services, dans la gestion des services. Il est reconnu pour sa carrière académique exceptionnelle, mais aussi pour son parcours professionnel riche. Il a dirigé et pu même transformer des entreprises emblématiques dans le monde, telles que Air Canada. Et professeur aussi, donc vous êtes, on peut dire, à l'origine une nouvelle approche dans le monde du marketing, qui est l'expérimentation. On peut dire qu'il s'agit de certaines architectures de l'expérience client. Oui. Exact, bien. Oui. D'accord. Donc, avant de céder la parole à notre professeur, chère audience, je vous invite à écrire vos questions dans la partie chat et à la fin de cette session, nous aurons une partie questions-réponses durant laquelle le professeur va répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'on attend encore un peu, professeur? On commence. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour vous. Moi, je suis à votre disposition. Si vous pensez que d'autres personnes vont se joindre, il faudrait peut-être, attendre un petit peu. Mais... D'accord. Alors, je pense qu'on attend encore un peu. On va attendre 5 minutes. Il ne faudra pas faire non plus attendre les gens qui sont déjà là. D'accord. Donc, professeur, je pense qu'aujourd'hui, avec cette thématique innovante et importante, on va voir les dernières tendances dans le monde du marketing. Ainsi, nous allons, je pense, aborder les enjeux que l'entreprise face aujourd'hui dans un marché saturé. Quel défi, hein? Quel défi! Donc, les entreprises aujourd'hui luttent carrément de garder leur position, d'attirer le consommateur, de fidéliser les consommateurs. Il faut vraiment opter et de revoir, de développer de nouvelles stratégies, de nouvelles approches. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Tout à fait. Alors, je vais vous amener dans un monde extraordinaire qui est ce monde du marketing, mais surtout cet univers des marques qui sont en concurrence les unes avec les autres. Mais comment être le meilleur? Oui. Comment être les attrayants? Alors, on va découvrir ça. On aura l'occasion de voir dans quelques instants quelques pistes. Mais bien sûr, ceux qui vont participer au programme MBA auront l'occasion d'avoir en profondeur. Oui, tout à fait. C'est une opportunité aujourd'hui d'avoir un petit aperçu sur ce que nous proposons dans ce programme. Et on va essayer en tout cas de susciter l'intérêt pour ceux qui... Tout à fait.
Ceux qui voudront aller plus loin. Ok. J'en profite pour vous remercier de l'accueil exceptionnel que je reçois en Tunisie et à l'université. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, cher professeur. Très agréable, très, très agréable. Merci. Donc, je pense que il y a du monde. C'est un plaisir de vous accueillir, chère audience, et de vous voir parmi nous. Aujourd'hui, on va vous présenter une thématique innovante, d'actualité et très importante, et sera animée et présentée par un expert dans le domaine. Donc, j'espère que vous allez bénéficier de cette présentation-là. Et je pense que c'est le moment pour commencer. Alors, je vous aide la parole, professeur. Merci, Soumaya. Et je vais demander à Soumaya de m'accompagner avec une présentation PowerPoint qui permettra d'avoir une vision un petit peu plus claire là, de ce que l'on explique. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous indiquer un petit peu que vous mentionnez que le cours d'Executive MBA forme essentiellement des PDG, des directeurs généraux, enfin ceux qui y aspirent. Donc, quand nous regardons chacune des disciplines, on le voit dans une perspective globale au niveau de la direction générale de l'entreprise. Et c'est dans ce sens, donc ce n'est pas je dirais une formation très technique sur l'application de l'intelligence artificielle en marketing. On est vraiment au niveau des stratégies globales et commerciales qui sont fondamentales. Alors, la première leçon de marketing nous a été donnée par Confucius. Si on revient bon, voilà. Confucius nous avait dit, si tu mets tes pas dans celui qui a marché avant toi, tu ne risques pas de le dépasser. Alors, c'est très important comme leçon marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si l'on fait la même chose que nos concurrents, ben, on ne va pas les dépasser. Et il faut se rappeler que dans l'esprit des gens, dans la tête des gens, il y a de la place que pour deux marques. Donc, si on n'est pas le premier ou le deuxième, eh bien, on doit travailler très fort pour devenir le premier en quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Si je vous demande de me donner une marque de cola, de cola, bon, vous allez me dire Coca-Cola ou vous allez me dire Pepsi-Cola. Mais quand on arrive à la troisième marque, alors là, c'est complètement confus. Et des entreprises importantes l'ont appris à leur dépens. Vous savez que McDonald's est une entreprise mondiale qui, en principe, réussit très bien. La deuxième marque qui suit McDonald's aux États-Unis, c'est Burger King. Alors, quand Burger King s'est rendu compte s'est aperçu que McDonald's avait un grand succès dans le marché français, en France, ils se sont dit, eh ben, nous, la France, les gens on va s'installer, et on va faire comme aux États-Unis, on va être l'alternative. Eh ben, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que, en France, existe une marque qui s'appelle Quick. Et cette marque était donc, suite au succès de McDonald's, devenue la deuxième marque. Donc, impossible pour Burger King de s'implanter dans le marché français. Alors, la seule stratégie qu'ils ont pu adopter et mettre en place, ben, essentiellement en faisant l'acquisition de Quick. Donc, Burger King a acheté Quick pour acheter le marché français d'une certaine façon et pour être présent sur le marché français parce qu'il n'y arrivait pas comme troisième marque dans le marché. Alors, ça nous permet de comprendre très bien l'importance d'être le premier ou le deuxième. Et si on n'est pas le premier ou le deuxième, ben, il va falloir devenir le premier dans une façon de faire ou d'offrir une expérience aux clients. Alors, on va passer à la prochaine diapo où
on va comprendre que le marketing a évolué d'une façon extrêmement rapide et évolue encore à une vitesse plus rapide. Alors, nous sommes présentement à ce que moi je qualifie la 5e génération marketing. Bon, certains diront, ne savaient pas qu'il y avait eu 4 générations avant. Eh ben oui, l'environnement change et on doit comprendre et s'adapter à chacun de ces environnements-là. Alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes à la 5e génération, mais vous allez vous rendre compte que, quand je vais décrire rapidement les générations, que beaucoup d'entreprises sont encore à la première ou à la 2e. Donc, ils n'ont pas suivi l'évolution. Alors, on va commencer avant, jusqu'aux années 60, après la guerre 39-45, la demande est très grande. Donc, essentiellement, on produit, on finance les productions et on fait de la vente et de la publicité. Le cœur de l'entreprise, c'est vraiment fabrication, finance, et la vente et la publicité sont à peu près accessoires. Mais le temps avance et on se rend compte que les marchés se saturent, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres qui est sur le marché, et on se rend compte que cette approche simpliste, produire-vendre, ne fonctionne plus. Alors, pour la première fois, dans les universités, on s'est intéressé à ce phénomène, en commençant par, entre autres, Philip Kotler, qui, à l'Université Northwestern, qui se posait la question suivante. Si on comprenait mieux notre marché, est-ce qu'on serait plus efficace? Et c'est là que s'est développé un concept que vous avez entendu parler, qui est le concept de la segmentation de marché. Alors ils se sont dit, si on segmente nos marchés, c'est-à-dire si on regroupe les gens sur une base de comportement à l'achat, peut-être qu'on va pouvoir leur offrir un produit ou un service qui correspond à ces gens-là, de façon plus précise. Alors, ça a été des années importantes et qui ont révolutionné finalement, parce que là, on tournait le centre de gravité de l'entreprise vers le client. Et voilà que tout ça évolue et qu'on se rend compte un peu plus tard, dans les années fin 70, 80, que 80% des emplois et des entreprises sont dans le secteur des services. Et que jusqu'à cette époque-là, on parle de produits, donc de marketing de produits. Et quand on parle de marketing de produits, évidemment, on a des techniques pour les produits. Mais quand arrive la gestion des services ou la mise en marché des services, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et par expérience, je peux vous le dire, après avoir géré des entreprises de services, dans le transport aérien, entre autres, pour me rendre compte que ce que j'avais appris au niveau des produits ne fonctionnait pas. Donc, c'est ce qui a motivé un peu mon désir de recherche et de comprendre le fonctionnement des services. Et donc, après avoir fait des recherches dans le secteur des services, publié le premier livre en français sur le marketing des services, on avait compris un certain nombre de choses. On avait compris qu'un service, c'était intangible. Et que le contenu est peu différencié. Un prêt, que ce soit dans une banque ou dans une autre banque, c'est un prêt bancaire. Un siège d'avion, que ce soit dans une société aérienne, dans une autre, c'est peu différencié, ou à peu près pas. Donc, il fallait voir un peu comment on allait comprendre tout ça. Et c'est là qu'on a défini un peu qu'est-ce que c'est qu'un service. On va le voir dans quelques instants. Un service, c'est en gros, c'est une expérience que le client vit avec ses émotions. Mais on va y revenir. Ayant compris ça, plus tard, on se rend compte que ce n'est pas suffisant et que finalement, cette expérience-là doit être mieux connue, mieux travaillée, mieux développée, mieux construite pour en faire un avantage concurrentiel important. Et ça nous amène à la 5e génération où on est aujourd'hui, où on a eu un bouleversement important au niveau
des réseaux de communication. Et aujourd'hui, à 5e génération, essentiellement, ce que nous commercialisons sont des expériences omnicanales, et de marques signifiantes, c'est-à-dire des marques qui font un sens pour les employés, un sens pour les clients, un sens pour la communauté. Sinon, il n'y a pas une très longue longévité à ces marques. Et tout ça dans un contexte de technologie évoluant extrêmement rapidement et dans un contexte où l'intelligence artificielle va de plus en plus dominer nos actions. Alors, allons voir ça un petit peu plus près. On va passer à notre prochaine étape. Et quelques commentaires sur les marques qui ont réussi, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles certaines marques réussissent plus que d'autres. Alors, je vous donne quelques exemples, mais ce qui va marquer clairement pourquoi ces marques-là ont réussi, c'est que dans tous les cas, ils ont proposé une rupture avec le passé. Par exemple, Chanel, Gabrielle Chanel, qui avait décidé que les femmes en avaient assez de la mode traditionnelle. Et on est à l'époque où à Paris, le grand tailleur, designer, est un Anglais qui s'appelle Worth, qui a déménagé à Paris, et qui fabrique des robes magnifiques, mais malheureusement pas confortables. Alors, Gabrielle Chanel, probablement une des premières féministes, dit non, nous on va faire des vêtements pour les femmes, des pantalons, pour qu'ils soient à l'aise, décontractés, etc., etc. Donc, rupture avec toute la technique de construction de produits dans le domaine de la mode. Et donc, cette marque a réussi, même dans les parfums, elle a présenté une certaine rupture avec ses produits, ses parfums composés, Chanel numéro 5, qui est le premier composé. Alors, l'autre, c'est Microsoft. Microsoft, j'imagine que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, n'ont pas connu l'époque avant Microsoft, mais l'époque avant Microsoft, les gens travaillaient avec des dactylos, des machines à écrire, et finalement, quand on faisait une erreur, il fallait recommencer, là. Et là, tout à coup, Microsoft arrive en disant, mais non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Voilà, on va vous proposer des moyens de gérer l'information pour que ce soit très facile à gérer pour vous. Donc, rupture avec la façon de travailler, d'écrire, etc. Apple dit, c'est bien ça, mesdames et messieurs de Microsoft, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué vos PC, là. Nous, on va faire un produit qui va être simple, qui va être facile, qui va être ergonomique, et voilà qu'il se distingue avec une coupure. L'autre révolution importante, c'est Uber. Alors, Uber est la plus importante compagnie de taxi qui ne possède aucun taxi. Alors, c'est une entreprise essentiellement de logistique qui met en lien des gens qui offrent le service de transport et des clients. Donc, les gens avaient des problèmes avec les taxis en général, les gens étaient impolis, les chauffeurs, les voitures sales, etc., etc. Bon, Uber dit non, nous, on va choisir, on va vous rendre la vie très, très simple. Vous commandez sur votre téléphone et c'est tout. Le chauffeur arrivera, vous allez faire votre course, vous sortez de la voiture, et il va vous attendre avec de l'eau, bon, ça va être une voiture propre, etc. Et ça sera facturé automatiquement. Dans l'hôtellerie, Airbnb, encore une fois, la plus grosse organisation hôtelière qui ne possède aucune chambre d'hôtel. Encore une fois, coupure avec la façon traditionnelle de faire les choses. Et on a donc des démonstrations ici. Je pourrais vous en donner plusieurs autres, mais on a donc des démonstrations qui nous indiquent que les marques qui réussissent sont celles qui arriveront à mieux satisfaire le client. Mieux satisfaire le client avec des offres et des expériences de marque qui seront complètement
des coupures avec le passé. Allons voir ça de plus près. Si on voulait définir qu'est-ce que c'est qu'une marque. Une marque, là, c'est tout sauf un logo. Hein. Une marque, là, c'est une expérience temporelle vécue par le client avec ses émotions. Bon, ça a plutôt l'air d'un descriptif d'un universitaire. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Alors, une entreprise de service, c'est une espèce de... Alors, un service, c'est une espèce de tunnel imaginaire dans lequel le client va entrer à un moment donné, il va sortir plus tard avec une opinion. Par exemple, vous allez chez le coiffeur, vous arrivez à 10h30 le matin, vous en ressortez à midi, ben, pour les femmes, et là, vous allez traverser des étapes d'expérience. Et quand vous allez traverser ces étapes d'expérience, vous allez avoir des opinions. Et finalement, vous ressortez à midi avec une opinion finale qui ressemble à peu près à ceci. C'est à ça que je m'attendais. Non, c'est pas à ça que je m'attendais. Ou, wow, c'est au-delà de ce que je m'attendais. Mais c'est toujours en fonction de mes attentes. Alors, ce que j'ai vécu dans ce tunnel imaginaire d'expérience, ben, a fait appel à mes émotions. Et quelles émotions? Ben, on a compris en psychologie environnementale que le plaisir, par exemple, va attirer les gens, l'anxiété va les faire fuir, et les gens veulent avoir un sentiment de contrôle. Ce qui veut dire que quand je vais construire mon tunnel d'expérience, je devrais faire en sorte que les gens auront du plaisir et que j'aurai neutralisé toutes les sources d'anxiété. Qu'est-ce que c'est? Une source d'anxiété. Je vous donne un exemple. Vous êtes à la banque, il y a une file, et là, vous avez derrière le comptoir 3 employés qui discutent entre eux. Quelle est votre réaction? Arrêtez de discuter, puis venez nous servir. Une source d'anxiété de voir ces gens qui ne sont pas à votre service. Alors qu'en réalité, ils n'ont peut-être rien à voir avec le service. Donc, encore une fois, dans la construction de notre expérience, on va s'assurer que quand nos employés sont devant les clients, ils auront un comportement envers les clients positif. Et si ils ont à discuter, allez vous cacher. Bon. Donc, voilà en gros ce que les émotions avec lesquelles on travaille. Hein. En sorte, nous sommes, quand on gère des marques, vend des marques, nous sommes des marchands de bonheur. Nous sommes des marchands de bonheur et on va construire ces expériences pour arriver à cet objectif. Allons voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire. Prochaine. Ouais. Bon. Alors, on vit dans un monde particulier où l'insécurité émotionnelle est assez élevée pour toutes sortes de raisons. On voit une déstructuration, par exemple, du point central de la vie des gens au point de vue émotionnel, qui est la famille. On a des taux de divorce extrêmement élevés. C'est énorme. On a un niveau de personnes vivant seules extrêmement élevé. Quand on va dans les grands centres métropolitains, on a jusqu'à 60%, même dans certains coins, 70% des gens qui vivent seuls. Des gens vivent dans des familles souvent reconstituées. Le père arrive avec son fils, la mère avec sa fille, et le père dit à son fils, je te présente ta sœur, tu l'aimes. Pas trop, c'est ta sœur. Mais voilà un peu un contexte familial qui a tendance à vouloir s'effriter. Donc, un pilier d'insécurité émotionnelle. Le travail, la même chose. Les gens travaillaient pendant des années pour la même entreprise. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement mobiles. Les entreprises, ont moins de fidélité à leurs employés. Et voilà que au niveau professionnel, c'est l'insécurité émotionnelle. Et sans parler de l'insécurité émotionnelle dans certains coins du monde, où l'autre pilier qui est
si on veut, la gestion de la vie spirituelle tombe aussi. Donc, ça fait 3 piliers qui s'écroulent. Alors, il n'y a pas de doute que ça va avoir un effet sur la façon dont on va gérer nos clients. Les gens manquent de temps, c'est sûr. S'ils sont seuls, ils manquent de temps. La fidélité a baissé énormément. La fidélité, bien sûr, aux marques consommées. Mais vous avez compris qu'elle a aussi baissé au niveau personnel. Ce qui fait que, globalement, on comprend que les gens sont pas très satisfaits de l'expérience qu'ils vivent. Au niveau commercial, on va s'en tenir à ça. Donc, ils changent. Et puis, donc, par conséquent, chacun veut être considéré personnellement. Ce qui fait que les comportements à l'achat vont aller plutôt vers des produits et services pour améliorer leur mieux-être plutôt que l'avoir. Donc, on voit, par exemple, beaucoup d'entreprises, de sociétés, de soins, de cosmétiques, de spa, des ventes. Bien sûr, les gens retournent sur le marché, si je peux dire, et donc font attention à eux, etc., etc. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On va aller voir le prochain. Le prochain. Ben, ce qu'on constate... Ah, non, l'autre. Le nonos. On revient au nonos. Les gens recherchent. Ah, le nonos, c'est parti. Voilà. On revient au nonos. Quand vous étiez petite ou petit, et que ça allait très mal avec vos parents, peut-être. Alors, vous partiez dans votre coin, dans votre chambre, et là, vous preniez votre doudou, votre nounours, ou votre petit camion, si vous étiez un petit garçon, et puis là, tout à coup, tout allait mieux. Mais pourquoi tout allait mieux? Parce que votre nounours, vous avez envoyé un stimuli positif. Le stimuli positif, ça a un effet sur la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Et vous partiez en courant, vous étiez content. Bon, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Je vous raconte cette histoire-là parce que aujourd'hui, compte tenu de l'insécurité émotionnelle que les gens vivent dans leur vie quotidienne, les entreprises qui vont réussir, les expériences de marque qui vont réussir, sont les marques qui vont réussir à créer justement cet effet nounours chez leurs clients, en leur proposant un confort émotionnel dans l'expérience qu'ils vivront dans leur tunnel. Alors, c'est tout l'enjeu qu'on a dans la construction, effectivement, de ce tunnel d'expérience. Alors, on va aller expliquer ça un petit peu plus. On va passer à la prochaine. Bernd Schmidt, qui est un professeur à l'Université Columbia, disait « There's no business that's not show business ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas d'entreprises qui ne sont pas des entreprises de spectacle. Eh bien oui, quand nous gérons des expériences de marque, nous sommes des metteurs en scène. Nous sommes des metteurs en scène pour construire l'expérience de marque que les gens vivront afin de générer chez eux ces émotions positives. On avance. On va voir comment on va passer à la prochaine étape. Par l'explication simple de l'expérience du thé. Alors, du thé, vous pouvez acheter du thé en vrac, vous pouvez donc vous allez le payer au prix du marché, bon, sans différenciation. Certains vont acheter ces feuilles de thé, vont en faire un produit. Ils vont mettre donc les feuilles de thé dans un sachet, dans une boîte, et voilà que mon gramme de thé a pris de la valeur, parce que j'en ai fait un produit. D'autres vont acheter les sachets de thé, faire bouillir de l'eau, et servir des tasses de thé. On est dans la restauration, par exemple. Ah ben là, mon gramme de thé vient de prendre encore beaucoup de valeur. Mais, seriez-vous prêt à payer 100, 150 dinars pour une tasse de thé? Eh ben, oui, certaines entreprises ont compris
qu'effectivement, s'il y avait autour de la consommation de ce thé une expérience théâtrale, et c'est ce qu'on fait par exemple dans les grands hôtels de luxe, où on a particulièrement anglo-saxon, l'heure du thé, des high tea, en fin de journée, où effectivement les gens vont payer $100, $150 pour participer à l'événement du high tea. Les Japonais font la même chose avec des cérémonies du thé. Donc, on a donné une valeur, mais cette valeur fait en sorte que ce n'est pas... Les gens n'achètent pas du thé. Ils achètent l'expérience. Ils achètent l'expérience qu'ils ont vécue. Et là, notre défi, c'est de faire en sorte que cette expérience-là devienne mémorable. Mémorable, cela veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, les gens se souviendront encore de l'expérience qu'ils ont vécue, ils continueront à en parler et à influencer les autres parce qu'ils ont vécu, ils ont atteint un niveau de plaisir extrêmement élevé dans l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, notre objectif, quand on construit des expériences de marque, c'est de construire des expériences mémorables. Alors, pour arriver à ça, hein, on a un certain nombre de choses à faire. On avance, on va les voir. On va les voir. Petite donnée ici, fort importante dans la construction de l'expérience. Quand on a commencé à se questionner sur ce tunnel d'expérience, où il y avait des employés en première ligne, en contact avec les clients, on se rendait compte que certains clients entraient dans le tunnel, étaient de mauvaise humeur. Mais ce qu'on voulait, c'est quand les gens sortaient du tunnel, ils étaient très contents de l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, nos employés de première ligne, nos petits teddy bears, nos petits nounours, qui sont en contact avec le client, font un peu un travail de thérapeute, dans le fond. Alors, comme en marketing, on était limité, on est allé chercher au niveau des recherches dans le domaine thérapeutique et en psychiatrie, entre autres, et en psychologie. Alors, on s'était rendu compte, hein, par des recherches, Mehrabian, entre autres, Rosenthal, que le contenu du message, c'est plus significatif. En d'autres termes, une bonne théorie avec un mauvais thérapeute, ça passe pas. Un bon thérapeute, moins bonne thérapie, ça peut fonctionner. C'est le thérapeute qui fait la différence. Donc, ce n'est pas ce qui passe dans le tunnel, c'est le tunnel lui-même qui fait la différence. Alors, on est allé faire une expérience maintenant dans le domaine de la consommation, dans le domaine des entreprises, où on arrive à peu près au même résultat en termes d'importance. On était à 9%. Alors, si on va voir plus loin, on va voir un petit peu plus on va voir les photos de Catherine, la prochaine. Alors, on a fait une expérience avec une actrice à l'époque, Catherine Chouinard, son nom. Alors, on demandait à Catherine, tu vas jouer des rôles. Alors, dans tous les cas, tu auras le même discours, le même texte. On est dans une situation de vente. Hein? Bon. Alors, notre première Catherine, profil plutôt naturel, sans empathie, zéro. C'est pas qu'elle est négative, hein, ça passe pas. Zéro. Ensuite, on a notre Catherine numéro 2, zéro empathie, un peu plus sophistiquée, la 3 sophistiquée, empathie, et la 4 naturelle, avec empathie. On a posé des questions très simples aux clients. On va aller voir les questions, la prochaine. Achèteriez-vous de cette personne-là et recommanderiez-vous le service? C'est clair, limpide. Quand on enlève l'empathie entre la personne qui est en première ligne et le client, on est sur une échelle de 7 à 1.3, 1.4. Peu importe qu'on soit bien sophistiqué ou pas.
Ce n'est pas ça qui préoccupe les gens. Et pourquoi la 4 va performer? Parce que elle représente une source crédible, avec un niveau d'empathie. Donc, si vous avez à choisir une chirurgienne à cœur ouvert, vous allez probablement choisir la 4 parce que elle a cette chaleur et cette empathie pour vous comprendre. Bon, évidemment, ici, ce sont des photos, là, mais c'était des vidéos en réalité. Alors, le défi, c'est que aujourd'hui, vous le savez, vous êtes en contact avec beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de Catherine numéro 1 et de Catherine numéro 2, là, qui sont en première ligne. Hein? Eh bien là, ces gens-là, ils sont en train de tuer la marque. Ils sont en train de tuer l'entreprise. Donc, on aura des décisions à prendre. Des décisions de gestion à prendre. Oui, mais c'est ma belle-sœur, j'ai pas le choix. Alors, votre belle-sœur, vous allez lui trouver un travail à l'arrière-scène. Parce qu'elle est en train de vous enlever des revenus. On continue, on va voir. Ça sent bien intéressant. Puis là, on se rend compte que, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'empathie. C'est l'empathie qui est le déterminant au niveau de la perception de la crédibilité et de la compétence. Vous serez le meilleur technicien au monde. Si vous ne savez pas comment vous relier avec le client, vous allez être perçu comme étant incompétent. Donc ça, c'est très important, là. On continue, puis on va voir que dans la construction de l'expérience et dans la construction de notre plan marketing, où on aura essentiellement, visiblement, 3 environnements. Alors, l'environnement externe, c'est celui que tout le monde connaît, la publicité, la promotion, c'est la partie visible du marketing. Souvent, par erreur, les gens associent le marketing à la publicité, à la promotion, etc. Mais ce n'est que la dernière partie du plan marketing. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Et là, dans la mise en marché, non seulement on doit le faire à l'externe, mais on doit aussi se concentrer sur l'environnement transactionnel, c'est-à-dire là où le client est en interface avec un employé ou avec un site de transaction. Et c'est là qu'on a les plus grandes chances de gain de productivité. Prenez un centre, par exemple, de réservation au téléphone. Vous avez 100 personnes qui appellent, 20 personnes achètent. On comprend que tout le monde ne va pas acheter. À 100 dinars, ça fait quoi ça? Ça fait 2000 dinars. Bon. Maintenant, par une meilleure gestion de la productivité transactionnelle, vous vendez à 3 personnes sur 10. Donc à 30. 3 sur 10 plutôt que 2 sur 10. Là. On n'est pas dans le domaine des miracles. Là. Bon. Maintenant, toujours à 100 dinars, on est rendu à 3000 dinars. Je viens d'augmenter mes ventes de 50%. Et je n'ai pas fait appeler une personne de plus. Alors souvent, on est pas mal à côté de là où on doit être pour être performant et être efficace. Puis pour arriver à ça, bien sûr, l'environnement interne va devenir important parce qu'on va vouloir implanter une culture commerciale. Ça va guider, dans le fond, toute la partie mise en marché. Mais, et donc, dans la construction de notre plan marketing. D'ailleurs, dans le cours de marketing, les étudiants ont en groupe à faire un plan marketing. La meilleure façon d'apprendre le marketing, ben, c'est d'en faire. Donc, ils ont à faire un plan marketing et le déroulé du cours au MBA, essentiellement l'accompagnement dans la construction de ce plan marketing. Donc, on n'a pas le choix que d'aller voir et d'étoffer cette épine dorsale donc du plan qui est proposé. Mais là, on fait des choses concrètes. Là. Si vous avez eu l'idée de lancer un produit, un nouveau produit, de lancer votre entreprise, ça va être le temps, avec vos collègues, là, de voir comment vous pouvez mettre ça en place dans les règles de l'art. On passe au
prochain. Alors, je vous disais qu'une marque, c'est beaucoup plus qu'un logo. On pense souvent qu'une marque, c'est un logo, mais c'est pas vraiment ça. On avance un petit peu, on va aller voir. Une marque, c'est beaucoup plus que ça. On avance. Qu'est-ce que c'est qu'une marque? Une marque, c'est un espace mental signifiant. Si je vous dis Coca-Cola, ou si je vous dis Tunisair, ou si je vous dis Safia, l'eau, si je vous dis Air France, si vous... il y a toutes sortes d'images qui vous viennent à l'esprit. Parce que votre cerveau a emmagasiné toutes sortes d'informations. Et l'objectif qu'on a, c'est d'occuper la meilleure place dans un environnement de consommation donné, la meilleure place dans le cerveau des gens auxquels on s'adresse. C'est plus que ça, une marque. On va voir. On va aller voir le prochain. Les marques sont des marqueurs de civilisation. Si dans 100 ans, 200 ans, on creuse un peu, on va trouver des bouteilles de Coca-Cola, de la soupe Campbell, de la moutarde Dijon, des vêtements Hermès, des enseignes Walmart. C'est ça. Hein? Quand on fouille dans le passé, les anthropologues, ils vont trouver des choses qui rappellent cette civilisation-là. Alors aujourd'hui, les marques laissent des empreintes qui finalement sont là pour construire la civilisation dans laquelle on vit présentement. Mais c'est plus que ça. On va voir, plus que ça. Les marques sont des constructeurs d'identité. Dis-moi ce que je t'achète, je te dirai qui tu es. Pourquoi? Parce que les gens achètent des produits ou des services pour devenir ce qu'ils ont envie d'être. Et qu'est-ce qui motive les gens à acheter? Ben, essentiellement, c'est de trouver des produits et des services qui vont leur permettre d'être ou de devenir ce qu'ils veulent être. Pourquoi faire un MBA, Executive MBA? Parce que vous voulez avoir un meilleur statut dans votre entreprise, vous voulez avoir avoir tous les outils nécessaires pour avancer, augmenter votre salaire, vos revenus, etc., augmenter votre liberté. Donc, toutes sortes de raisons pour lesquelles. Bon, alors voilà, les gens achètent. Ça, évidemment, il y a des billets à ça, on en parlera un petit peu plus là dans le cours. Mais il y a toutes sortes de billets, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens, par exemple, dans certains milieux, qui vont acheter des marques, même des copies, pour démontrer que ils sont comme ça, mais en réalité, ça va pas. Là. Ce n'est pas naturel comme identité. C'est une identité qu'ils se créent pour démontrer dans leur milieu que ils sont les premiers à avoir acheté une BMW qui a 25 ans d'âge, mais ils ont une BMW. Donc ça sonne faux un peu. Mais globalement, les gens achètent pour être ce qu'ils veulent être. C'est plus que ça. On va voir. On continue. Les marques sont des espaces de confort émotionnel. Pourquoi je retourne dans une société aérienne? Pourquoi je vais retourner toujours chez le même coiffeur? Pourquoi je vais retourner au même restaurant? C'est parce que ces lieux ont réussi à créer, pour moi, un confort émotionnel qui me donne envie de retourner. Et les recherches récentes sur la fidélisation au niveau des marques, essentiellement, ce n'est pas rationnel, hein? On se fidélise par une relation émotionnelle avec la marque. Émotionnelle. C'est comme ça qu'on va fidéliser des clients. Et ça va passer par l'expérience qu'on va créer. Bon, là, j'entends peut-être des gens qui disent « Ouais, mais le B2B, toujours cette question, c'est pas la même chose. » Eh bien, c'est la même chose. Que je vende à une entreprise ou que je vende à un consommateur, il y a des expériences mémorables à créer. Puis il y a de la fidélisation à faire en travaillant les niveaux émotionnels.
On continue? C'est une source de mobilisation. On n'a qu'à regarder les lancements de Apple, hein, où tout le monde se réunit, le fan club se réunit pour être les premiers à acheter le dernier modèle, alors que s'ils retournaient le lendemain, il y avait personne dans le magasin. Mais c'est le happening, hein, c'est la rencontre du fan club. Et les marques qui arrivent à faire ça, ben, elles sont des marques à succès, bien sûr. On va voir les autres. Hein. Ben là, c'est un petit peu lié à l'autre, c'est que les marques sont des marqueurs sociaux, hein, indépendamment de ce que les gens consomment. On va pouvoir les placer dans l'environnement social. Bon. Ensuite, les marques sont transnationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises, les marques, une entreprise peut avoir plusieurs marques. Donc, les marques ont une personnalité qui ne doit pas changer d'un marché à un autre. Parce que la marque a une identité, a une personnalité qui fait que les gens vont l'acheter. Alors, si je décide d'aller dans un hôtel Sofitel, à Londres ou à Tokyo, je m'attends à avoir la même expérience que j'aurai au Sofitel à Paris. Donc, ça veut dire, dans la construction de cette expérience-là, tout un défi au niveau culturel pour s'assurer que les gens qui sont dans tous ces lieux-là ont l'âme de la marque. C'est ça qui est important. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On continue. Les marques, pour réussir, doivent être des légendes temporelles. Les gens aiment les légendes. Les gens aiment les histoires. On le voit avec Chanel. Si vous allez sur le site de Chanel, hein, vous allez voir, il y a toute une série de vidéos sur sa vie. Donc, on maintient le mythe de Gabrielle Chanel, de Coco Chanel. Porsche, toujours, quand vous achetez une voiture, vous allez sur les publicités de Porsche. Les plaquettes sont même signées par Ferdinand Porsche. On maintient en vie le fondateur, Ralph Lauren, hein, on a créé toute une histoire au niveau du style de vie preppy, nord-est américain, et on entretient cette histoire justement pour en faire une légende. Au Québec, on a une banque qui s'appelle Desjardins, ils sont fondateurs et omniprésents aujourd'hui partout, même s'il est décédé il y a 300 ans. Donc, il est toujours là. Donc, les légendes. Il faut que les marques aient des légendes. Mais il faut qu'il y ait plus que ça. On va voir. On voit aussi que l'architecture, c'est un grand levier d'influence et de perception de la marque. Évidemment, ça a été utilisé dans le passé par les rois, les empereurs, qui étaient eux-mêmes des marques. Napoléon était une marque. D'ailleurs, vous avez des meubles Napoléon. Vous avez Donc, l'architecture, qu'on pense aux pyramides d'Égypte, aux grands lieux de culte comme Saint-Pierre de Rome ou les grandes mosquées, le château de Versailles. Aujourd'hui, les marques, pour démontrer leur force et leur puissance, vont effectivement avoir des édifices physiques, même si les gens achètent en ligne, les gens sont omnicanales. Ils vont aller dans ces espèces de cathédrales. Hein. Si vous allez chez Louis Vuitton à Paris, sur les Champs-Élysées, c'est presque religieux l'ambiance. Là. C'est vraiment là, on entretient par l'architecture tout le mythe autour de la marque. Il y a plus que l'architecture. On va voir. Le prochain. Les événements. Ben oui, les événements sont des façons de marquer la valeur d'une marque, l'importance d'une marque. Hein?
On l'a vu dans tous les domaines, dans les domaines politiques, quand Charles de Gaulle descend les Champs-Élysées, hein, alors que la guerre est pas terminée, et puis que les Américains attendent derrière l'Arc de Triomphe pour qu'il fasse sa parade, parce que le job n'est pas fini en souhaitant qu'il se fasse pas tirer. Mais lui a décidé qu'il occupait l'espace, et bon, donc les événements, les entreprises ont compris ça. Les entreprises font des événements, des lancements de produits. Par exemple, Chanel, il s'approprie des lieux souvent pour le faire. Hein. Chanel s'est approprié le Grand Palais à Paris. Dior s'est approprié Versailles. Ce sont des lieux où ils investissent beaucoup dans les lancements de produits, mais en même temps, ils en font des vidéos. Et tout ça, c'est rediffusé sur tous les réseaux sociaux, dans leur boutique au point de vente. Donc, c'est redéployé. Donc, à partir de cet événement important, on le redéploie pour, encore une fois, démontrer la force de la marque. Et c'est pas tout. On continue. Bon, l'omnicanal, c'est sûr que c'est évident, là, c'est essentiel. Faut pas trop passer de temps sur ça. Vous le savez, vous le vivez tous les jours. On en parlera plus là quand on se verra dans le cours. Alors, ça va nous permettre de passer au prochain. En comprenant que ces expériences de marque que l'on va créer doivent être multisensorielles. Les marques ont des odeurs. Doivent avoir des odeurs. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans la création de signatures olfactives pour des marques. Air France a une odeur. Quand vous êtes sur les lieux d'Air France. Mercedes a une odeur quand vous êtes sur les lieux. Et même les entreprises, les marques de mode qui n'ont pas de parfum, vont en avoir au moins un. Justement pour diffuser l'odeur. Les hôtels diffusent des odeurs qui sont très typiques. Ils vont même vous les vendre pour ces chandelles ou ces façons de diffuser, pour vous rappeler quand vous êtes chez vous ce que ça sentait au Fairmont ou aux hôpitaux. Voilà. 50. Et ben c'est pas tout. C'est pas tout parce que ça va être complexe, là. Bon, ça va être simple en même temps. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous accepteriez de construire une maison sans plan d'architecte? Ben non. On serait obligé de défaire les murs, recommencer parce qu'on a oublié de passer les fils électriques. Bon, on saurait pas quel matériau acheter. Bon. Alors, ça fait pas de sens. Alors, pourquoi on construit des marques? On construit des marques sans avoir de plan. Donc, l'architecture va nous aider au niveau de la conception des espaces de vie. Et moi, ce que je vous propose, c'est l'expéritecture qui s'en vient dans 2 secondes, qui est l'art de concevoir des expériences de marque mémorables. On ne peut pas laisser au hasard la construction d'expériences de marque. Le hasard fait jamais bien les choses. Donc, on va se doter d'outils, de moyens pour aller les construire, ces expériences. Quels sont ces outils? Rapidement, on les voit dans 2. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Mais avant ça, je veux vous parler, avant de parler de l'expérience elle-même, et on en a encore pour quelques minutes, là, ça va aller. Je vais vous parler du syndrome de l'organigramme. Alors, la bureaucratie. Vous savez qui a inventé les organigrammes, hein? C'est l'armée. Bon, essentiellement, il y a le général en haut, on descend, on a plusieurs niveaux, puis là, le général dit tirer, les soldats en première ligne, tirent, qui sont les premiers tués, les ennemis, les deuxièmes, nos soldats, parfait. Alors, quand on gère des entreprises avec une approche bureaucratique, qu'est-ce qu'on fait? On tue nos clients. Parce que nos gens de première ligne, ils sont pas là. Ils sont là pour appliquer la bureaucratie et non pas pour faire vivre des expériences mémorables.
Donc, il va falloir l'inverser, cette pyramide-là. Il y a un livre qui a été écrit d'ailleurs par un succès très grand. Le livre s'appelle Renversons la pyramide, par Ron Carlson, qui a effectivement appliqué ce principe dans la relance de Scandinavian Airlines avec un grand succès. Parce que, dans le fond, il avait réussi à réduire le nombre de niveaux hiérarchiques et en même temps augmenter le soutien et le support aux gens de première ligne. Alors, on continue. Je vous donne un exemple. Je vous amène en vacances à l'île aux bananes. Alors, l'île aux bananes, c'est une île qui est en quelque part dans une mer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, il y a 2 hôtels. Alors, il y a un hôtel, un bout de l'île qui est géré par des diplômés de grandes écoles hôtelières qui ont appris toutes les procédures, les normes, qui savent très bien comment ça fonctionne. Et à l'autre bout de l'île, vous avez une entreprise qui est gérée par des gestionnaires d'expériences mémorables. Et voilà que, comme c'est l'île aux bananes, tous les mardis, on fait un déjeuner aux bananes. Et là, on fait tout avec les bananes, des puddings, on les fait griller, on les fait bouillir, on les écrase, on fait la banane, sous toutes ses formes. Le seul problème, c'est qu'à l'île aux bananes, il n'y a pas de bananes. Donc, on les importe d'une île à côté. Alors, il y a un fameux mardi comme ça où le bateau qui apporte les bananes n'arrive pas. Dans l'hôtel dirigé par l'approche traditionnelle, le directeur général convoque tout le monde dans son bureau et là cherche le coupable. À l'autre bout de l'île, vous avez les gestionnaires d'expériences mémorables qui sont avec leurs invités, leurs clients, en leur parlant régulièrement. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, vous êtes en bonne, vous resplendissez, vous êtes formidable, etc. Dans l'hôtel, midi arrive, dans l'hôtel traditionnel, panique générale, les employés de première ligne longent les murs, ils ont fait un peu de sandwich pour essayer de sauver, mais terrible, les gens veulent se faire rembourser, il y a des poursuites judiciaires, ça va pas du tout. De l'autre côté, les gestionnaires d'expériences mémorables de première ligne jusqu'au patron sont avec les gens. Ils leur disent « Hey les amis, on a quelque chose, une surprise pour vous aujourd'hui. Venez avec nous. On va aller s'amuser et on va aller manger des melons. » C'est l'expérience melon. Et tout le monde suit, tout le monde est content, etc. Pourquoi? Parce que quand on s'occupe de nos clients en permanence et qu'on gère leurs émotions de façon positive, ben on peut amener ces gens-là, ils vont excuser toutes sortes de choses et ça va aller très bien. Alors, dans un cas, le centre de gravité, c'est la production, l'opération. Dans l'autre cas, le centre de gravité, c'est les clients. Donc, oui, effectivement, il faut construire des entreprises où le centre de gravité est les clients. On en saura plus lors du cours. On s'en va au prochain. Pour vous parler des outils. Je parle sommairement, là. On achève, j'en ai pour 5 minutes. D'abord, l'expérigramme. Un organigramme, on sait ce que c'est. Hein, ça représente une organisation. Ben, l'expérigramme va nous présenter un peu le portrait du tunnel. Les étapes de l'expérience. Si on va voir au prochain, on sait que l'expérience, elle, c'est avant l'achat, pendant l'achat, bon, il y a toutes sortes d'émotions, là. On va travailler le désir avant, l'engagement pendant qu'il achète, le plaisir. On est toujours à gérer des émotions, hein, la satisfaction, la nostalgie. Et finalement, on souhaite que la fidélisation se fasse. Alors, on va voir plus loin. Plus loin. Un exemple, puis rapide, très rapide. Alors, je vous donne un exemple d'un tunnel client pour une boutique de mode. Alors, qu'est-ce qui arrive? 1, il faut choisir la boutique. 2, la trouver la boutique. Être accueilli à la boutique. Vivre l'enchantement du personnel et des produits de la boutique. Être séduit par un produit. Faire l'essayage. Décider d'acheter. Payer. Prise de possession. Faut quitter la boutique. Et là, il y en a beaucoup plus que ça, là, hein. Mais à chacune de ces étapes, on a une occasion d'augmenter le plaisir et de réduire l'anxiété. Donc, l'expérigramme nous permet de voir où agir.
Puis si on prenait une coupe, par exemple, à 11h10 dans la boutique, bien, on verrait qu'on a nos invités. On parle d'invités, on parle plus de clients. Parce qu'un invité, on a envie de le voir. Le client, ça dépend de l'heure. Donc, on parlait de guest, un invité. On l'a vu dans le domaine de l'hospitalité. Maintenant, on le voit partout. Et là, on regarde dans le tunnel qu'effectivement, il y a une partie visible du client, des employés et le support physique. Puis en arrière, là, tout le support physique interne, l'arrière-scène, là, ça, c'est pas visible du client. Ça doit être le plus simple possible. Et on comprend que toute la gestion de l'entreprise est au service de nos acteurs et de notre cadre. Quand je vous disais que nous sommes des metteurs en scène, c'est exactement de quoi il s'agit. Nous sommes des metteurs en scène, nous gérons des acteurs sur une scène, dans un décor, dans le cadre d'un processus. On passe au prochain. Parce qu'il y a des émotions. Donc, on a vu l'expérigramme. Là, rapidement, on voit l'émotiongramme. Alors, s'il faut qu'on augmente les plaisirs et qu'on réduise l'anxiété, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au prochain et on va le savoir. Ben, on va comprendre qu'une expérience, on l'a dit dès le début, là, une expérience mémorable, c'est lié à nos attentes. Donc, qu'est-ce que c'est que la qualité dans les services qui devient la qualité dans une expérience de marque? Ce que je perçois, ce que je vis, est mieux que je m'attendais. Donc, on va donc travailler à faire ça et on va travailler 5 dimensions universelles au niveau des services qu'on va voir dans la prochaine diapo. Il y en a 5. Qu'est-ce que les gens se disent d'une expérience de marque? Elle s'applique. Ce qu'on a appris au service, ça s'applique au niveau de la marque, au niveau des produits, la même chose. Il faut qu'elle soit fiable, il faut que ça soit accessible, il faut me divertir, il faut que mes 5 sens soient satisfaits, puis il faut que quelqu'un me prenne en charge. Donc, c'est ce qui va nous servir à construire l'expérience émotionnelle. Puis là, on va voir dans le cours qu'il y a des déclencheurs qui nous amènent à augmenter la perception de la fiabilité, de l'accessibilité, etc., qui sont universels et qu'on va apprendre à maîtriser puis à utiliser. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? Ben, on voit un exemple d'évaluation qu'on aurait fait d'une entreprise, d'une expérience de marque sur 20. Ben, dans cette entreprise-là, on se rend compte que la fiabilité est à 11,2 sur 20, l'accessibilité 10,7. Dans l'échelle, selon les attentes, on arriverait à 10. Là, on se rend compte que le confort physique est limite, mais que l'animation et le leadership personnel sont absents. Donc là, on sait très bien où agir et sur quoi travailler pour améliorer et bonifier l'expérience de marque. Alors, c'est un exercice qui est fascinant. Ça nous sert à ces facteurs-là à construire, mais surtout à évaluer une expérience de marque comme telle. Voilà le prochain. Et en conclusion, grande conclusion, bien sûr, vous voyez que c'est un survol, on peut aller beaucoup plus en profondeur, de parler de positionnement de la marque, etc., mais là, on a très peu de temps. Mais je vais vous laisser sur une réflexion. C'est que si on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Ce qui veut dire qu'il va falloir être très typé sur la façon dont on construit pour plaire énormément au segment, ce qui veut dire qu'on va déplaire énormément à d'autres. Et c'est pas grave. Parce que si on va aller chercher d'autres groupes de clients, on créera une autre marque avec une expérience de marque qui ira satisfaire ces gens-là. Alors voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire en très peu de temps, mais vous avez une bonne idée de l'ambiance et du thème que nous traitons dans le cours, mais tout ça dans le cadre d'un plan marketing avec une perspective de CEO, de directeur général. Voilà, merci. Merci à vous, professeur. Je vous remercie énormément pour cette présentation inspirante et riche en enseignements. Franchement, c'est un sujet très important, très innovant et d'actualité.
Et je pense que, et j'espère plutôt que notre audience a pu bénéficier de cette thématique et de cette présentation. Alors maintenant, on va passer à la partie des questions. On va voir un peu les questions posées par notre audience. D'accord. Est-ce qu'on avait des questions dans le chat? Oui. Donc, en fait, parmi les questions, donc, comment différencier une simple interaction client d'une véritable expérience de marque? Ah ben là, l'expérience de marque s'inscrit dans un contexte de pérennité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de satisfaire une transaction, mais de créer un tunnel d'expérience qui va agir sur tous les sens, non pas uniquement sur la transaction unique, mais qui va faire appel à l'ensemble des sens, justement pour fidéliser les gens. D'accord. Alors, une autre question posée par Si Soltani. Dans quelle mesure les données collectées à travers les interactions numériques peuvent-elles être exploitées de manière éthique pour enrichir l'expérience de marque sans compromettre la vie privée des utilisateurs? Un souci majeur aujourd'hui. Il y a plusieurs questions dans ça. C'est sûr que les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les algorithmes, nous permettent d'identifier de façon beaucoup plus précise des gens qui ont un besoin. Bon, autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de voir comment on va les rejoindre, avec quels médias, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils écoutent, etc. Et aujourd'hui, on est très précis. Hein. Si vous faites une recherche pour des chaussures, vous êtes assuré d'avoir des propositions de produits de chaussures sur Google ou sur bon. Est-ce que c'est différent? C'est pas différent philosophiquement, c'est tout simplement plus pertinent. Maintenant, est-il éthique ou pas éthique d'utiliser les données des personnes? Vous avez toujours le choix de dire que vous ne voulez pas partager vos données. Mais par contre, si vous, et tous les sites là, vous le demandent d'ailleurs, et si vous décidez de pas partager, à ce moment-là, ça ne sera pas partagé ici. Mais par contre, vous vous privez d'une expérience et de propositions qui pourraient être intéressantes pour vous. Bon, l'interface maintenant aussi, tant que parler de ça, si je suis sur un site, vous allez me dire, ouais, mais comment la relation interpersonnelle, on va l'appliquer, c'est pas possible. Si votre site est bien fait, vous avez toujours la possibilité de cliquer et une personne va intervenir. Soit une personne, de plus en plus l'intelligence artificielle, mais il y aura toujours possibilité de créer un lien personnel. Et quand on va construire finalement l'expérience du site, ben on va la construire de la même manière qu'on va construire l'expérience de votre site physique là, où vous vendez les produits. Oui, tout à fait. Alors, une autre question. Donc, quel KPI utiliser pour évaluer et optimiser l'expérience de marque? Ah, voilà. Je vous ai parlé des 5 déclencheurs, accessibilité, fiabilité, etc. Donc, on a développé une grille que vous allez voir qui permet effectivement, avec 25 déclencheurs, d'aller évaluer l'expérience vécue. Identifier quels sont les déclencheurs qui sont, si on fait une recherche un peu plus élaborée avec des analyses quantitatives, on peut faire même des analyses factorielles qui vont nous dire, ah, chez nos clients, c'est la dimension accessibilité qui est importante. Plus que l'autre, plus que l'environnement. Ils sont tous importants, mais selon les attentes, pour tout, peut-être pour certains, être plus élevé. Le divertissement, par exemple, dépendamment de ce que l'on vend, de ce que l'on fait. Oui, il y a des QPA absolument qu'on peut développer. Et il existe. Il existe, vous allez le voir dans le cours. D'accord. Tellement c'est un sujet
Intéressant, il y en a plusieurs questions. Donc, comment intégrer l'effet Teddy Bear pour créer des expériences de marque mémorables? Et pouvez-vous fournir quelques exemples concrets? Ah oui. Je vais vous raconter une histoire. Alors, j'arrive à l'hôtel à Paris il y a un certain nombre d'années. Et dans ma chambre d'hôtel, donc ils viennent le soir baisser les couvertes, eh bien, il y avait effectivement un nounours sur l'oreiller. Donc, l'hôtel créait l'effet teddy bear, littéralement en mettant teddy bear sur l'oreiller de ses clients. Donc, ça, c'est un exemple, mais c'est attention que votre personnel donnera avec des attentions particulières, des choses qu'on ne s'attend pas, reconnaître les gens. Mais oui, il s'agit de surprendre et la surprise, elle peut se faire de différentes façons, jusqu'à littéralement mettre un teddy bear sur l'oreiller. D'accord. Donc, on va prendre une dernière question. Alors, quelle expérience de marque générée quand une marque n'a pas de proposition de valeur différenciante? Et est-ce que le point de départ est une stratégie de base de création de pilotage de marque? Ouais. Ben, en fait, il se peut qu'il n'y ait pas de je peux dire, de plan autour d'une marque qu'on l'a intuitivement lancé et puis bon, ça marche pas. Ça commence par faire un diagnostic de l'expérience elle-même. Donc, diagnostiquer les dimensions émotionnelles, comme on a vu, refaire le tunnel d'expérience, évaluer les étapes, éliminer des étapes. Par exemple, on s'est rendu compte dans les hôtels qu'un des irritants, c'était le départ le matin. Les gens étaient pressés, allaient travailler, prendre le train, prendre l'avion, etc. Donc, on a éliminé l'étape simplement en disant non, c'est parfait, on a votre carte de crédit, allez-vous-en, merci. Donc, on peut éliminer les étapes, on peut en rajouter pour augmenter. Donc, à partir d'une marque, on va refaire l'expérience, on va réévaluer l'expérience et on va aussi en même temps essayer de donner une âme à cette marque-là. Parce que c'est ça qui va assurer la pérennité de la marque. D'accord, excellent. Merci encore une fois, professeur, pour cette intervention très innovante, très importante. Aujourd'hui, vous avez présenté les tendances et le chiffre dans le monde du marketing, ainsi que les changements majeurs et les difficultés que traversent les entreprises sur un marché, dans un marché plutôt saturé. Donc, chère audience, j'espère que vous avez bénéficié de cette présentation-là. Aujourd'hui, vous avez eu, on va dire, une vision très minime de ce que nous proposons dans notre programme Executive MBA UQAM. Alors, je vous encourage et je vous invite à prendre rendez-vous avec notre bureau d'admission pour poser vos questions et pour finaliser vos dossiers. Donc, je tiens à vous informer que la deadline de l'inscription est fixée à la mi-juin. Et comme vous le savez, les places sont limitées. Pour les autres masterclass, donc le prochain webinaire se tiendra mercredi 4 juin à 17h, sera animé par professeur Zied Guedri de l'UQAM et portera sur l'importance de la gouvernance d'entreprise et la direction générale. So stay tuned. J'espère vous retrouver parmi nous dans notre Executive MBA UQAM. Professeur, merci énormément pour votre intervention et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci, Sonia. Avec plaisir. Ouais. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.